Ok, merci M. Abdelrazak. Donc, on passe sur Belma'alem. Donc, il veut intervenir. Donc, vous pouvez activer votre micro, hein. C'est bon, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, Allez-y. monsieur. Bonsoir, Bonsoir. madame. C'est bon. Ok, d'accord, Donc, merci. je On t'ai passe répondu à à ta Monsieur question par la suite, c'est ça? C'est ça, Madame Belmalem? C'est bon. C'est bon? Tout Très bien. compris. OK. Merci. Merci à vous. On passe à Monsieur Eric. Vous pouvez activer votre micro. Bonsoir, Monsieur Eric. On n'arrive pas à vous entendre, Eric. Vous avez un problème de réseau et de connexion. Oui, désolé. On passe à Monsieur Younes. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Younes. Je voulais juste vous poser une petite question concernant l'implication du personnel, donc le chapitre 3, implication Oui. du personnel. Est-ce qu'il y a en fait des méthodologies pour qu'on puisse impliquer les membres ou bien notre collaborateurs pour en fait soi-disant mettre en place la norme ISO 9001 Mhm. ou bien mettre des actions, que ce soit des actions de la prévention ou Très bien bien. des normes. En fait, ça dépend dans quelle norme, sur de l'environnement, dans la qualité. Est-ce qu'il y a des méthodes pour qu'on puisse impliquer les personnels, soi-disant d'une manière directe ou bien indirecte? Très bien. OK, c'est une très bonne question. Pour impliquer le personnel, d'abord, on commence par une analyse sociale de notre population. D'accord? D'abord, ça peut commencer par une analyse sociale en termes de culture de la qualité. Je peux commencer par une enquête. D'accord, de ma population. Par exemple, une enquête à travers des questionnements. Qu'est-ce que vous connaissez de la qualité? Est-ce que, par exemple, vous préférez un produit de qualité ou juste un produit de prix moyen ou de produit faible? Qu'est-ce que vous priorisez et ainsi de suite. Donc là, ça peut donner déjà qu'est-ce qui intéresse ma population en termes par rapport à la notion de qualité. Je peux commencer aussi la partie formation. La formation et la sensibilisation par rapport à ce système-là. Bien sûr, lorsqu'on dit, et ça c'est dans tous les projets, peu importe le domaine, soit environnement, sécurité, même politique, je commence par ce qu'on appelle le dialogue social. Un dialogue social, je dois faire comprendre et expliquer au personnel c'est quoi mon projet. Parce que sinon, si je viens après 6 mois ou une année pour dire à mon personnel, voilà, nous avons conçu un système de management, vous devez le respecter, ils ne vont pas le faire. La première des choses, c'est le résistance au changement. Ils vont dire, mais c'est pas, ils ont travaillé ça dans leur bureau, personne ne nous a appelés, et là, on va les laisser eux-mêmes gérer leur système. Nous, on ne s'implique pas. La première des choses, c'est qu'il faut d'abord informer le personnel sur la démarche qualité. C'est pour cela, lors de la mise en place d'un système de management de la qualité, on commence par des réunions d'information personnel. Quoi? Le directeur, par exemple, il rassemble les personnels pour leur expliquer l'objectif de ce système-là, comment ce système-là va permettre d'améliorer le travail, d'améliorer le positionnement de l'entreprise dans le marché et bien sûr d'améliorer peut-être aussi la qualité de vie et la qualité de travail pour le personnel. D'accord? Troisièmement, je dois toucher les besoins et attentes du personnel par rapport à ce genre de projet. Et le plus important, c'est de les impliquer dans la mise en place de ce système. C'est-à-dire, je ne vais pas travailler sur mon système sans faire participer le personnel. Je donne un exemple. Dans le système de management de la qualité, on sera amené à établir des procédures de travail, des instructions de travail, des modes opératoires. J'arrive par exemple au poste de soudage ou de poste d'emballage. Donc, qui va faire cette instruction de travail? Là, le chef d'équipe va dire, moi, je peux le faire. Moi, je dirais, en tant que consultant, pourquoi pas donner d'abord la main aux opérateurs de d'écrire ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, on va revenir à l'ère de l'assurance qualité pour demander au personnel que eux qui vont
établir cette procédure-là? Tout simplement, ils vont nous décrire. Avant, on va fournir des stylos, des papiers, des tableaux, je sais pas. Et on va leur dire, voilà, décrivez-nous, qu'est-ce que vous faites? Et là, ce que vous allez écrire là, nous, on va le prendre et on va le décrire dans les procédures. D'accord? Les personnes vont sentir ils font partie de ce système. Ils ont, par exemple, participé à mettre des briques et dans la structure de ce système-là. Et du coup, ils vont dire par la suite, c'est nous qui avons construit ce système-là. Pourquoi on va résister à l'appliquer? C'est bon, les amis? Bien sûr aussi, à travers des suggestions d'amélioration. La proximité, le management de proximité, le management participatif. Et là, on peut parler aussi de changement, le management situationnel aussi. Par exemple, au début, je commence comme un manager directive. Je dis, voilà ce qu'on doit faire, vous devez faire comme ça. Par la suite, je vais dire, je veux qu'on fasse comme ça. Qu'est-ce que vous pensez? Là, je demande leur avis, mais j'ai déjà décidé. Par la suite, je dis, donnez-moi vos idées, d'accord? Moi, je vais valider ou pas. Et bien sûr, l'idée qui a été validée, ou l'orientation qui a été validée, ou la décision qui a été validée, on va la mettre en place. Et par la suite, je vais le dire, voir entre vous l'idée qui va bien, et bien sûr, par la suite, on va l'appliquer. Dans ce cas, on a passé de management directive, d'accord, du chef vers un manager ou un leader par la suite qui fait participer son personnel à ce système. Et ça, c'est une démarche, ici un principe qui va nous permettre, bien sûr, de construire le système de management ensemble avec le personnel et pas que le responsable qualité ou l'équipe projet qui vont le faire. C'est bon, Siones? Oui, c'est bon. Très Merci. bien. Merci à vous. Cédric, allez-y, Cédric. Donc, vous avez baissé la main. Sinon, Juliette. Juliette, Nana, vous pouvez activer votre micro. Malheureusement, allez-y. On va passer à euh, Martin. Zigab. Zigab, allez-y. Bonjour, moi c'est Martin Zigabé. Zigabé, oui, allez-y, Euh, ma- enchanté. Merci. Ma question n'est pas loin de celle de mon prédécesseur, toujours dans le cadre de l'implication du personnel. Dans l'exposé, vous avez présenté la question ou les circonstances selon lesquelles certains employés, certains personnels préfèrent être ou rester dans une entreprise simplement pour apprendre, être équipé, pas forcément pour un salaire, pas forcément pour Oui, des gros paquets de salaire. Alors, une fois qu'on a impliqué la politique du travail dans le chef du personnel, alors que faut-il faire exactement pour le fidéliser? Parce on peut les inculquer la politique du travail. Ils savent maintenant comment l'entreprise mhm, travaille, ils savent déjà où est-ce qu'on va. Mais maintenant, là, l'entrepreneur est dans le danger de le perdre parce qu'ils sont oui, déjà équipés. Alors, que faire pour les fidéliser, garder ces agents très bien, euh, pour qu'ils soient productifs à l'entreprise qui les a formés et qu'ils ne très puissent bien. pas avoir tendance d'aller Mhm, ailleurs? Merci. très bien, ok. C'est une question importante. Aujourd'hui, donc là, on va traiter dans le cadre de la mise en place d'un système de management de la qualité, on va traiter toute la population, toutes les personnes. D'accord? Bien sûr, à travers une culture, à travers une enquête de satisfaction personnelle, à travers un audit social pour orienter aussi la prise en compte des besoins et attentes des personnels dans le cadre de ce système-là. Maintenant, avec le temps, on a identifié quelqu'un, c'est un bon élément. Au début, c'est un débutant qui a un bon profil, bien câblé, qui travaille bien, est motivé, dynamique, etc. Aujourd'hui, lorsqu'il est entré en entreprise, il était motivé par l'apprentissage. Il a passé 2 ans chez nous. À un moment donné, il a changé de motivation. Et toute personne peut changer de motivation.
Bien sûr. Pourquoi on change de motivation? Parce que le contexte évolue. Par exemple, cet ingénieur-là, il a reçu une offre ailleurs. Une offre dans une entreprise qui va assurer le même niveau d'apprentissage, les mêmes conditions d'apprentissage, avec un salaire plus important. Cette personne-là, soit il va nous le dire, soit non. Nous, on doit, dans une démarche, on peut dire, approche risque, on doit identifier l'impact de cette personne-là sur notre système. Donc, lorsque la personne prend plus de poids dans notre système, c'est-à-dire cela, elle est bien pour la personne, mais par contre, parfois, elle peut devenir un peu dangereux pour l'entreprise ou pour l'organisme parce qu'on commence à développer ce qu'on appelle le risque de dépendance aux personnes. Et dans ce cas-là, on peut dire pour cette personne-là, pour cette catégorie de personnes qui sont plus importantes et qui ont une contribution importante dans notre entreprise, on va commencer à réaliser, par exemple, les entretiens individuels annuels ou des entretiens périodiques. C'est-à-dire, on va faire des bilans d'évaluation de leur performance. On va leur poser des questions. Quelles sont vos futures attentes de l'entreprise? Est-ce que vous avez besoin de formations? Est-ce que vous avez besoin de ressources? Qu'est-ce que vous pensez quels sont les obstacles que vous avez rencontrés? Comment vous pouvez les transformer en facteurs d'amélioration? Est-ce que vous avez des propositions, etc. Maintenant, on va prendre, nous, les résultats de notre entretien et on va l'analyser. On va dire, cette personne-là, est-ce qu'il est toujours dans sa piste de motivation par rapport à l'apprentissage ou est-ce qu'il est en train de changer de motivation? Par exemple, on va dire, la personne, il dit maintenant, après 3 ans, je me sens compétent, expérimenté, j'ai assez d'expérience. Maintenant, je propose un poste, une évolution de poste ou de responsabilité ou de salaire. D'accord? Donc, la personne, elle a changé de motivation. Et là, moi, je dois le noter et je dois analyser cette orientation. Est-ce que je suis capable de satisfaire ce besoin-là ou non? Et dans ce cas-là, à côté de ça, ma décision doit être prise sur des preuves. Par exemple, je peux laisser la personne partir parce que je n'ai pas de poste pour le proposer dans le futur. D'accord? Ou, par exemple, je risque de le faire partir. Dans ce cas-là, je force ou je peux m'efforcer d'aller au-delà de mes capacités pour le maintenir et pour le retenir. D'accord? Peut-être la personne, va se marier. Peut-être le taux d'inflation du marché, il est en train d'augmenter. La personne, elle a trouvé une difficulté à assurer avec ce salaire-là une vie correcte. Donc, cela, avec la motivation et la confiance qu'en quoi elle mérite une augmentation, donc il va le demander et moi, je dois le traiter de cette manière-là. Est-ce que c'est clair? Et ça, je peux le faire soit d'une manière collective, soit je peux le faire aussi d'une manière individuelle, selon le cas. C'est bon? D'accord, merci. Zégabé? C'est bon, ça passe. Très Ça bien. passe, merci, c'est bon. Très bien. Il y a un compte Samsung. Merci d'activer votre micro et présenter votre prénom, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je suis Nadia Congo. Alors moi, c'est déjà merci pour l'exposé jusque-là, qui est vraiment très clair. Moi, je voulais juste apporter un petit ajout par Mhm. rapport à l'implication du personnel Allez-y. pour la question posée voilà, par mes deux prédécesseurs. Je voulais juste dire que je pense que l'implication du personnel, elle résulte, mais vraiment du degré on va dire, de la stratégie de leadership. De leadership, Parce très que bien. voilà, c'est à travers, comme vous l'avez si bien dit, ce que la direction va montrer comme vraiment engagement par la communication sur sa stratégie, la définition de ses valeurs pour le climat social, et puis en encourageant son personnel, mais surtout par l'approche participative qui est Oui, vraiment, ça fonctionne, mais vraiment très bien, l'approche participative qui permet à chacun de comprendre son rôle dans la mise en place du système et de créer un intérêt justement chez chaque personne et qui va permettre donc voilà, d'avoir un système qui sera vraiment bien construit parce que chaque personne va participer et ça, c'est vraiment donc le leadership, c'est vraiment très, très important et effectivement. c'est ce qui va jouer sur l'implication du personnel. Très bien. Maintenant, concernant... Juste, Nadia,
Oui, un point très important, merci pour cette remarque-là. oui, Toutes les principes qu'on vous avez vus ici, orientation client, leadership, approche processus, amélioration, prise de décision fondée sur des preuves, management des relations avec les parties intéressées, ils ont été traduits dans les exigences de la norme, sauf l'implication de personnel. D'accord? d'accord. Il n'y a pas Oui, d'exigence sur l'implication des personnels qui reflète ce principe-là. Par contre, l'exigence de l'application personnelle a été apportée dans le chapitre 5 leadership, comme quoi la direction doit orienter, soutenir les personnes oui, pour qu'ils puissent contribuer à l'efficacité du système. C'est-à-dire que la responsabilité de l'implication du personnel, elle revient au leadership. oui, Je peux tout dire à fait. aujourd'hui, voilà, je peux pas dire aujourd'hui que le personnel n'est pas impliqué. Là, c'est pas ma faute. Non, c'est la faute de la direction. Parce que c'est pas, Oui, elle n'a pas réussi à impliquer son personnel. oui, C'est d'accord. clair? Très bien. Allez-y, Ok. continue. Merci, merci pour cette précision. Alors, juste pour la question de enfin, c'est celui qui vient juste d'intervenir Oui, avant moi, par rapport enfin, à comment l'évolution de la faire pour, motivation. voilà, aux dispositions à prendre pour maintenir, voilà, son personnel. Écoutez, moi, je vais partager ma propre expérience, mais rapidement, Mhm, j'ai travaillé au sein d'un groupe dans lequel, mais écoutez, ils avaient une très, très belle stratégie RH, je vais appeler ça mhm. comme ça, parce que annuellement, ils faisaient une enquête, une Mhm. enquête interne Oui, pour le personnel mais vraiment, vraiment très, très, très précise ou vraiment, comme ce que vous mhm. avez dit, on sent il voulait vraiment avoir nos besoins et attentes, mais surtout d'avoir surtout l'évolution de nos besoins et attentes, puisque d'année en année, c'est-à-dire à l'année où on est, bah, ils vont se dire bah, à N-1, voilà ce que X avait comme besoin et attente. Et j'ai fait 7 ans au sein de l'entreprise. Et je remarque que chaque année, c'est vraiment, l'enquête, elle n'a jamais fait défaut. Et Très bon, bien. personnellement, c'est quelque chose qui me faisait vraiment me sentir en sécurité déjà. Parce qu'il y avait ce volet de voir que ben, l'entreprise est intéressée de savoir qu'est-ce que son personnel recherche, qu'est-ce qu'on on pense, comment on veut évoluer au sein de l'entreprise. Donc Effectivement. vraiment, la mise en place de ces enquêtes vraiment régulières, c'était quelque chose de très positif à mon avis. Et puis ensuite, en fonction de ce qu'ils mettaient en œuvre comme investissement dans la formation du personnel, Oui. mais à côté, ils ont pris aussi des mesures vraiment, des Oui, oui, bien mesures sûr. Là, c'est efficaces très pour important. protéger l'entreprise. Effectivement, c'est très important Voilà, parce la qu'ils prise en ils nous ont fait considération. signer Pardon, oui, pardon, ils nous Nadia. ont fait signer des Mhm, documents, bon, en griffe juridique, mhm. un document pour dire que bon, il y a une formation à laquelle on a assisté et ils nous ont dit que c'était comme, comment appeler ça? C'était comme, bon, si tu veux suivre cette formation, tu signes ce document qui stipule que tu ne vas pas démissionner de l'entreprise avant, on va dire, 3 ans, voilà, quelque chose Mhm. comme ça. Et effectivement, avant, une fois qu'on avait signé, on était engagé voilà, à rester au sein de la société. Et donc, de leur côté, ils étaient assurés on va leur apporter quand même, voilà, quelque chose par rapport Oui, à oui, ce que eux ils c'est un avaient peu limite, investi. hein. Je peux pas donner un avis par rapport à ça. C'est un peu limite en termes Bon, voilà, de donc, démarche, merci, c'était mais juste pour déjà, partager voilà, un mais peu déjà, si vous mon sentez, expérience. si vous sentez votre direction et s'intéresse à vous et s'intéresse à votre satisfaction, c'est déjà une source de motivation de rester et de s'impliquer dans ses projets. Tout à fait, Très oui, bien, merci merci. Nadia. Ouais. Il y a une autre personne qui veut intervenir, Demel. Oui, encore une fois, merci et bonsoir à Merci. tous. Ma question se situe au point 7, le management des relations avec les parties intéressées. Mhm. J'aimerais savoir si dans cette partie, on ne peut pas inclure ici tous les fournisseurs pour avoir ici une panoplie de fournisseurs. Et est-ce que ici nos fournisseurs aussi potentiels ne peuvent pas être orientés ici vers l'orientation ici client? Puisqu'on se dit qu'avec ces comme fournisseurs potentiels là, on Oui. a toute la matière première. Donc, si ça avait une manière ici de les prendre ici de manière différente par rapport aussi à d'autres fournisseurs. Merci.
Très bien, OK. Donc déjà, dans la partie, ce qu'on dit management du relation avec les parties intéressées, vous avez cité l'exemple des fournisseurs. Bien sûr, des fournisseurs, ils peuvent avoir plusieurs catégories de fournisseurs, et là, on peut le classer par rapport, par exemple, classement ABC, Pareto, chiffre d'affaires, nécessité ou pas, fournisseur imposé ou pas, etc. Maintenant, lorsqu'on décide que ce fournisseur-là, il est important pour nous, donc dans ce cas-là, on va créer une relation avec lui. Donc cette relation-là doit nous permettre de tirer de l'intérêt auprès de ce fournisseur-là et d'éviter tout impact et tout effet négatif sur notre entreprise de ce fournisseur. D'accord? Par exemple, ce fournisseur-là, comme vous avez dit, c'est un fournisseur très important qui va nous fournir une matière première très importante pour notre production, et c'est le seul fournisseur qui le fournit dans la région. Bien sûr, ce fournisseur-là aussi, il a cette information-là et sait qu'il est le seul. Donc, il va exploiter ça pour appliquer son pouvoir. Bien sûr, par exemple, il va vous demander de payer à l'avance. D'accord? Maintenant, s'il dit payer à l'avance, pour vous, ça rentre dans la gestion du management. Vous allez dire, oui, maintenant, il a du pouvoir. Est-ce que j'accepte ou j'accepte pas de payer à l'avance? Si tu acceptes, bien sûr, tu vas obéir à ces exigences, et par contre, cela va construire la relation. C'est une relation de pouvoir, un pouvoir qui est plus orienté côté fournisseur que côté client, qui est vous. D'accord? D'autres fournisseurs, ce n'est pas le cas. Un fournisseur de fourniture de bureau, par exemple, il y en a beaucoup. Un fournisseur de bureau, j'achète des ramettes, des stylos, etc. Il ne peut pas me demander paye-moi à l'avance. Sinon, je lui dis, je ne peux pas te payer à l'avance. Si tu acceptes, c'est bon. Si tu n'acceptes pas, j'achète chez d'autres. D'accord? Donc, lui aussi, il va analyser cette relation-là. Bien sûr, une relation, elle se construit sur des acceptations, des exigences d'un ou de l'autre. OK? Donc, ces fournisseurs-là, on va les prendre et on va les mettre dans une base, une matrice d'analyse. On va les classifier selon un niveau d'importance. On dit un fournisseur d'importance élevée, bien sûr, ses besoins seront considérés comme des exigences à satisfaire. Un fournisseur avec un niveau de pertinence très bas, donc c'est un fournisseur marginal. Bien sûr, c'est à nous d'imposer nos règles de jeu avec ce type de fournisseur. Mais on ne peut pas le faire avec des fournisseurs avec importance très élevée ou pertinence très élevée. D'accord? Bien sûr, tout cela sera développé dans le chapitre 4.2. Vu qu'on parle aujourd'hui juste de principe, il faut juste comprendre qu'est-ce qui va se passer et comment on doit raisonner avec et réagir avec chaque élément qui concerne ces principes-là. C'est déjà pas mal. OK? On passe à Cédric. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Merci pour votre présentation. Ma question concerne le point 5 au niveau de l'amélioration. Euh, je donne un exemple. On essaie d'améliorer un produit, d'accord, pour sortir un nouveau produit qu'on essaie de mettre sur le marché. Et bon, voilà, juste comme ça, ce produit ne prend pas, ce produit n'est pas forcément accepté par les clients. Les clients préfèrent l'ancienne formule, alors que l'entreprise a quand même envie d'améliorer son produit. À ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Très bien. Donc déjà, la décision d'améliorer. Donc là, il y a un autre principe qui rentre en jeu par rapport à ce que je viens de citer comme étude de cas. D'accord, Cédric? Ouais. Là, vous avez dit, on a décidé d'améliorer. Vous avez décidé sur quelle base que votre produit mérite ou nécessite une amélioration? Généralement, la preuve et la réponse, elle est dans l'orientation client, dans le principe orientation client. C'est-à-dire que votre décision doit être fondée sur une analyse d'orientation, une analyse du besoin futur et attentes futures des clients qui vous a poussé à améliorer vos produits. Maintenant, vous dites que vous avez amélioré le produit, maintenant c'est le client qui dit non, non, je veux l'ancien produit. Donc, c'est-à-dire que vous avez pris une mauvaise décision dès le départ d'améliorer votre produit. C'est clair?
Oui, c'est clair. OK? Donc, c'est-à-dire que il y a une suite logique. On dit, on va améliorer. Pourquoi je dois améliorer? Et là, vous allez comprendre par la suite que la norme est une norme de système de management de la qualité, c'est une norme de pertinence. Qu'est-ce que ça veut dire pertinence? C'est-à-dire, Ah, pas parce que j'ai rien à faire que je dois faire quelque chose. D'accord? Ou parce que c'est oui, pas j'ai du temps que je dois communiquer ou aller visiter un fournisseur. Non. Bien sûr, j'ai un temps. Le temps, ce sont des ressources et je dois les investir dans le plus important qui apporte une valeur ajoutée concrète et pertinente pour le système. Bien sûr, une amélioration d'un produit, comme vous avez cité, cela il va générer bien sûr des ressources, une consommation de ressources, des temps, des personnes, des publicités, des conceptions et tout ça. À la fin, on va trouver que le produit qu'on a sorti, il ne satisfait pas le client. Mais on dit, mais qu'est-ce qu'on a fait depuis le début? Sur quelle base nous avons modifié notre produit? Est-ce que ce n'était pas le client qui l'a demandé? Un ingénieur de conception a dit, non, non, on n'a pas fait ça parce que nous, on n'avait pas de projet de conception et on a décidé de travailler sur le produit actuel. C'est clair. C'est-à-dire qu'on a déjà fait une mauvaise décision dès le départ d'améliorer parce on ne sait pas s'orienter vers le client. C'est clair, Cédric? oui, c'est clair. OK? Alors, ma deuxième question, ma deuxième question, euh, bon, je ne sais pas, peut-être qu'elle sera répondue dans la suite de la présentation, mais je la pose déjà. Euh, le système de management qualité, euh, comment est-ce qu'il faut le mettre en place de façon On va voir déjà dans la partie suivante, on va voir déjà un échantillon de la mise en place par rapport pratique? à une exigence Est-ce donnée. rédigé ou Non, non, voilà, je comprends votre question. Je dis, la voilà. séance d'aujourd'hui, c'est de présenter bien sûr le système en général et on va vous donner Ok, l'occasion de voir une partie pratique, comment traduire une exigence en mise en place. D'accord? Comment je ok, peux mettre en place une exigence. Et là, on va prendre un échantillon. Bien sûr, toute la formation en globalité, vous allez voir dans le programme, c'est ça l'objectif de cette formation, c'est que ramener les personnes à comprendre et à maîtriser comment mettre en place un système. OK? On va vous donner juste un d'accord. échantillon aujourd'hui. Et bien sûr, si vous êtes convaincu, vous allez s'inscrire à la formation approfondie par la suite. Ok, merci Très bien. bien. Merci à vous. Euh, ouais. Kofi, allez-y. Oui, merci beaucoup. Merci pour la qualité de la formation. Euh, une question, c'est la question, est-ce qu'on pense fait partie du principe orienté? Est-ce que ce principe-là prend en compte la concurrence, d'autant plus que on peut beaucoup être l'écoute d'un client et qui, au final, entre-temps, fait un tour chez plusieurs concurrents et ils ne cherchent qu'à avoir le rapport qualité-prix. C'est ça. D'accord. Donc, l'orientation client, on ne va pas prendre, bien sûr, dans l'orientation client, nous, doit s'orienter vers le client. Mais c'est très intéressant de s'orienter vers le client et demander à votre client comment on est positionné par rapport à la concurrence. D'accord, Kofi? Oui, Là, par exemple, un client, il peut nous dire comment on est positionné par rapport au concurrent. Non, parce que c'est une source d'information fiable. Cependant, il y a tout un autre principe qui va nous pousser à traiter ça. C'est le management des relations avec les parties intéressées. Un concurrent, c'est une partie intéressée. D'accord? Parce qu'un concurrent peut nous influencer. Et je dois manager les relations avec lui. Par exemple, la veille concurrentielle, c'est une de démarches de management de relations avec les concurrents. Par exemple, la confidentialité ou la protection des données, c'est une démarche de gestion des relations avec le concurrent. Je ne dois pas être ouvert et mes informations ne doivent pas être disponibles à la concurrence. Le concurrent ne doit pas savoir qu'est-ce que je suis en train de développer comme nouveau produit. Le concurrent ne doit pas connaître mes prix. Le concurrent ne doit pas avoir des connaissances sur mon process. Donc ça, c'est une relation parce que je sais que le concurrent s'intéresse à ce que je fais et cette information-là, ces données-là vont
être exploité par le concurrent pour avancer ou me conquérir vis-à-vis mes clients. Mais il est important aussi, j'ai de l'intérêt à connaître qu'est-ce qu'ils font mes concurrents. Ça ne veut pas dire que je dois espionner mes concurrents, mais au moins je dois mettre en place une veille de la concurrence pour ne pas être dépassé sans savoir, d'accord, où je suis positionné par rapport à mon concurrent dans le marché. Par exemple, l'analyse des tendances de marché dans un marché de la consommation grand public, elle est très importante pour faire la veille de la concurrence, pour savoir est-ce que la part du marché chez moi, est-ce qu'il est en évolution et est-ce qu'il est en dégradation? S'il est en dégradation, c'est-à-dire qu'il y a un concurrent qui est en train d'avancer par rapport à moi et moi, je suis en train de reculer. Même si j'arrive à faire le même chiffre d'affaires, la part du marché me montre que je suis en train de dépasser et que mon concurrent il est en train d'absorber le besoin supplémentaire du marché par rapport aux produits que je servis dans le marché. C'est clair? Donc, je ne prendrai pas D'accord. l'analyse par rapport au client, orientation client, mais j'analyse mon concurrence par rapport au principe 7 et surtout par rapport à l'exigence numéro 4.2 qui est le management le management des relations avec les parties intéressées. C'est bon? C'est bon, merci beaucoup. Très bien. OK, on va prendre ces trois interventions, après on continue. Allez-y, il y a un Doki. Oui, bonsoir. Bonsoir, Ndoki. Oui, je suis Monsieur Katdoki, oui. Merci de m'avoir accordé la parole. Ma préoccupation est côté amélioration, mais je pense que Mhm. vous avez répondu peut-être une partie déjà de ma question. D'accord. Mhm. Vous avez dit tout à l'heure à mon prédécesseur que l'amélioration se fait est beaucoup plus basée sur les clients, parce que lui, il a modifié son produit et parfois il y a eu un non-satisfaction, peut-être côté client. Par Et rapport à son j'allais cas. dire, oui, par rapport à son cas, bien sûr. Oui, bien sûr, allez-y. La concurrence, en fait. J'ai en face de moi, je prends un exemple simple. Je suis une brasserie, peut-être qui a plusieurs produits sur le marché. Oui. Et il y a un concurrent en face de moi aussi, qui est une brasserie aussi. Mhm. Mais j'ai remarqué depuis un certain temps que ces produits sont beaucoup plus consommés que mes produits. Bien sûr. Est-ce que je dois améliorer peut-être mon produit sans pourtant tenir compte de ma clientèle? Parce que dans la partie, Mhm. dans son domaine, il est en train de ravir peut-être un peu de ma clientèle. Je Très bien. sens que ces produits sont beaucoup plus maintenant consommés que mes produits. Très bien. Très Est-ce bien. que je dois seulement Mhm. attendre un retour des clients ou je dois chercher peut-être à m'améliorer aussi? Très bien. OK. Comment je dois, comment Je je dois vais, je vais prendre? vous expliquer. Généralement, pour faire ça, je dois appliquer les deux autres principes que j'ai dit à notre ami qui a posé la question précédente. Par exemple, j'ai constaté, je résume ce que vous avez dit, j'ai constaté que mon concurrent, il a évolué son produit, par exemple, il y a 2 ans. Aujourd'hui, il est en train de vendre et de faire un chiffre d'affaires ou une part de marché plus que moi. D'accord? Par exemple, moi, je connais juste la donnée que j'ai, c'est juste son nouveau produit. Bien sûr que je peux acheter aussi dans le marché. D'accord? Peut-être je l'ai acheté, je l'ai goûté, il n'est pas vraiment très, très bon par rapport au produit actuel. Je dois comprendre pourquoi. Donc, c'est-à-dire, je dois analyser. Oui ou non, Doki? Je dois collecter les données. La première des choses, c'est collecter les données pour prendre la bonne décision. Parce que sinon, si je ne fais pas, je peux être piégé. Parce que mon concurrent, il a commencé à viser d'autres catégories de clients. Par exemple, moi, je vise par exemple les adultes et les personnes âgées, etc. Alors que lui, peut-être il est en train de viser le marché des adolescents. Moi, je ne connais pas ce détail-là. Et je peux modifier mon produit pour la population clientèle chez moi et je peux être dans le cas contraire. OK? Là, par exemple, lorsqu'on parle de marché, il faut comprendre que dans un marché concurrentiel, il y a plusieurs facteurs et plusieurs acteurs. Bien sûr, il y a nous et il y a nos concurrents. Il y a aussi nos clients et nous avons aussi les clients de nos concurrents.
qui ne sont pas forcément nos clients. Il y a nos fournisseurs à nous, il y a aussi les fournisseurs de nos concurrents, qui ne sont pas forcément nos fournisseurs à nous. Et parfois, cela peut faire ou peut être la source d'efficacité de nos concurrents, ou ça peut être, elle, la source de notre efficacité. Donc c'est pour cela qu'il faut appliquer d'abord la 6 pour identifier les éléments et les informations importantes qui vont nous permettre de prendre la bonne décision par rapport à l'amélioration de nos produits ou pas, en parallèle avec ce qu'ils a fait notre concurrent. Deuxième chose, après qu'on a identifié la catégorie et la population ciblée par son nouveau produit, bien sûr, il faut on attaque cette population-là, peut-être aujourd'hui où on n'a jamais pensé à être à proximité de ce genre de clients. Dans ce cas-là, on dit pourquoi pas aussi, nous, on va aller vers cette population pour faire une enquête et valider est-ce que ces personnes-là peuvent être intéressées par ça, par ça, par ça, par ça. Et si je confirme que cette population, elle s'intéresse aussi à des nouveaux produits, et pourquoi elle n'apprécie pas l'ancien produit, dans ce cas-là, donc je peux faire comme mon concurrent, ou même mieux, comme mon concurrent, parce que je suis le dernier qui a fait cette analyse-là. Donc, c'est-à-dire, je suis en train d'évaluer et de recenser un besoin récent et des attentes récentes du client. Et que le concurrent, s'il va le faire, il doit faire aussi d'autres enquêtes après moi, plus récentes que moi, pour avoir plus de données. C'est bon, Doki? Oui, c'est bon.